Bonjour mesdames et messieurs, bonjour et bel après-midi à toutes et à tous. C'est un plaisir pour moi d'être à vos côtés aujourd'hui pour ce webinaire sur la mine responsable sur le terrain. Et je vous salue au nom de la Responsible Mining Foundation et ETH Zurich, l'Institut fédéral suisse de la technologie. Je m'appelle Fritz Brucker, je suis directeur du Centre pour la coopération au développement à ETH Zurich. À l'occasion de ce webinaire, nous allons nous concentrer pleinement sur ce qui se passe au niveau de la mine. C'est là que l'extraction a lieu au quotidien. Et c'est là que vivent les communautés. La mine est une activité de rupture, évidemment, de perturbation par définition. Les personnes qui en retirent les avantages et qui en portent les coûts socio-environnementaux débouchent généralement sur des disputes, voire des conflits. Vous le savez toutes et tous, et nous n'allons pas nous attarder sur les nombreuses causes de conflits aujourd'hui. Nous n'allons pas non plus nous attarder sur l'intérêt des entreprises d'éviter le coût lié au conflit. En revanche, ce que nous ferons au cours des 90 prochaines minutes, c'est vous présenter deux nouveaux outils. Des outils qui sont à l'aide des acteurs sur le terrain, les communautés, les entreprises minières, les ONG, les gouvernements locaux. Deux outils qui leur permettent de se lancer dans un dialogue constructif en vue d'améliorer les résultats de développement dans les zones minières. L'idée de base derrière ces deux instruments est d'assurer la transparence au niveau de la mine. Une telle transparence au niveau de la mine, donc comprendre l'impact de la mine sur le développement local, est la prochaine frontière dans le développement. Et c'est essentiel pour un dialogue digne de ce nom, éclairé entre les acteurs, entre les entreprises, les communautés et les gouvernements locaux. Aujourd'hui, les 40 premières minutes seront consacrées à la présentation des outils. Ensuite, nous réserverons un temps à la discussion et à un échange et des questions-réponses. Le premier outil présenté est le Resource Impact Dashboard RID que nous avons développé au sein de l'ETH au cours des dernières années. Cet outil assure le suivi. Il permet de contrôler l'impact du développement de l'activité minière tout au long du cycle de vie d'une mine. Ensuite, le MSAT, un outil d'évaluation des mines réalisé par la Responsible Mining Foundation à la demande des acteurs locaux. Ce MSAT permet de faciliter l'implication des acteurs, les locaux étant à la barre. Les deux outils ont une chose en commun. Ils peuvent tous deux être utilisés par des acteurs locaux indépendants des organisations internationales et les deux sont facilement disponibles et gratuits. Avant d'entrer dans la discussion et dans la présentation des outils, je voudrais faire deux commentaires sur les détails pratiques. La logistique. Tout d'abord, nous prendrons vos questions sous forme écrite tout au long de l'événement. Si vous souhaitez envoyer des questions, veuillez utiliser la fonctionnalité Q&R, questions-réponses. Vous le trouverez en bas de votre écran pour l'ordinateur et en haut à droite si vous utilisez un smartphone. Ensuite, sachez également que ce webinaire est interprété en français et en espagnol. Pour sélectionner votre langue, il vous suffit de cliquer sur le globe, choisir la langue que vous souhaitez entendre. Ce bouton se trouve en bas de l'application, sur un ordinateur, et en haut à droite, ou dans le menu Plus si vous utilisez un smartphone. Sur ce, entrons dans le vif du sujet. Nous allons aborder le premier outil. Et j'invite Felicitas Fischer et Joao Salaris à présenter le Resource Impact Dashboard. Elle assure la recherche à l'ETH et Joao est professeur associé à Ampula à l'Université Lourio dans le nord du Mozambique. Felicitas, vous avez la parole.
Merci beaucoup. Alors, je vais très rapidement partager mon écran avec vous. J'espère que tout le monde peut le voir correctement. Bonjour à toutes et à tous, c'est un plaisir de pouvoir vous présenter le Resource Impact Dashboard, RID. Il s'agit d'un outil accessible en ligne pour contrôler les impacts du développement, sur le développement local de l'activité minière. Il comporte trois fonctionnalités fondamentales. Je vais les aborder. Tout d'abord, il englobe un aperçu assez global du développement, à savoir qu'il y a les aspects de développement économique, sociaux, environnemental et institutionnel qu'il contrôle. Ensuite, il triangule les données issues de divers acteurs. Donc, des entreprises insèrent leurs données de suivi sur divers éléments, par exemple l'emploi local ou l'approvisionnement local, le paiement d'impôts aussi, ou leur mécanisme de doléances, les investissements sociaux réalisés aussi. Ensuite, nous intégrons des données issues de sondages des ménages qui vivent à proximité des sites de mines, des données sur le bien-être, sur les revenus, la perception aussi vis-à-vis de l'entreprise et des institutions publiques locales par ces ménages. Troisièmement, autre source de données, ce sont des données institutionnelles officielles générales. Par exemple, sur la prestation de services, sur l'éducation, sur la santé dans la région minière. Grâce à cela, le RID vous donne un aperçu équilibré de l'impact sur le développement local en prenant en considération les différents acteurs. Ce faisant, il établit une base pour régler les désaccords entre les communautés et les entreprises et contribue également à un dialogue constructif et à plutôt une prise de décision axée sur des faits. Ensuite, le RID apporte une perspective à long terme de l'impact en matière de développement. Dans l'idéal, il est mis à jour tous les 2 ans pour suivre les impacts tout au long du cycle de vie d'une mine. La méthodologie est également standardisée, tout comme la visualisation de données, pour fournir des données comparables dans le temps et entre les pays. Donc, cela peut être mis en place dans différents contextes. Ce RID a été testé sur 4 sites, 2 au Burkina Faso et 2 au Mozambique, et je vais très brièvement vous montrer quelques-uns des résultats de ces 4 projets pilotes. Voilà ce à quoi ressemble le tableau de bord. À gauche, vous avez toujours des images satellitaires du site minier. À droite, vous avez des données sur les différentes catégories que je vous ai mentionnées au préalable. Tout d'abord, par exemple, sur le bien-être, sur les emplois, sur la santé, etc. Alors, les résultats aussi, sur la dimension environnementale, par exemple, il y a une question sur la perception des dangers environnementaux dans les sondages des ménages locaux pour les communautés qui vivent dans la région. Il y a 2 questions avec, le danger. Est-ce que vous percevez un certain danger? Et est-ce que vous, pensez que la mine est la cause principale de ce danger? Le résultat est nuancé, comme vous pouvez le constater ici. Ici, il y a une perception très élevée de poussière, mais tout cela n'est pas directement attribué à la mine. Donc l'idée est de donner un résultat équilibré et pas manichéen. L'entreprise peut également fournir des données de contrôle sur l'impact environnemental, par exemple sur la qualité de l'eau, combien de personnes peuvent être touchées, les lignes de comparaison. On voit également une géolocalisation des échantillons pris. Il y a également la perspective de l'entreprise ici et la perspective de la communauté pour le même sujet ici. Le capital social. Nous disposons de données issues de sondages sur l'attitude de la communauté vis-à-vis de l'entreprise. Les données montrent par exemple, comme vous pouvez le constater ici, une certaine perception de conflit. Mais il y a également une question sur la gestion du conflit. Cela démontre que cette gestion du conflit est assez bonne, et en tout cas perçue comme assez bonne.
tout comme le mécanisme de plainte. Généralement, on y fait confiance. Donc, ce n'est pas tout blanc ou tout noir. Il y a une question sur le conflit, il y a également une question sur la gestion du conflit. L'entreprise peut également partager ses données sur le nombre de plaintes reçues, le sujet de la plainte et le nombre de plaintes que l'entreprise a été en mesure de régler dans le cadre de son mécanisme de plainte. Ici, on constate une cause générale de conflit, la compensation. Comme vous le constatez ici, nombre de personnes estiment avoir perdu de la propriété ou des actifs, mais rares sont ceux qui disent avoir bénéficié d'une compensation. Bien entendu, c'est leur point de vue, mais le plus souvent, nous savons que ce n'est pas véritablement le montant précis de compensation qui définit la survenue d'un conflit ou non, mais ce qui est également important, c'est la satisfaction de la communauté s'agissant de la compensation. Donc pour avoir une idée du potentiel de conflit, il est essentiel d'avoir cette perspective de la communauté ainsi que leur perception. De manière générale, que constate-t-on? C'est intéressant. Moins de la moitié des personnes qui ont répondu à cet exemple nous disent que leur vie s'est améliorée après que la mine est entrée en activité. Mais le soutien général pour l'activité minière est très élevé. Alors dans ce cas-là, 80%, c'est ce que l'on a constaté dans les 4 projets pilotes. Et donc ici, c'est, une vue d'ensemble assez nuancée que l'on tente de mettre en avant s'agissant de l'attitude des populations vis-à-vis des entreprises. L'interaction effective entre l'entreprise et la communauté est bien moins cotée. A-t-on reçu des informations sur certains sujets? A-t-on été consulté de manière générale? Eh bien, vous le voyez, les résultats sont généralement assez médiocres. Sur les différentes consultations et les interactions avec la communauté, nous disposons également de la perspective de l'entreprise. Les entreprises mettent en avant les réunions organisées avec les autorités, avec les représentants des communautés, entre autres. Et ici, nous constatons un résultat très clair, un potentiel peu exploité. Les 2 dernières questions le démontrent. Les personnes consultées, en effet, estimaient que la consultation avait été très utile et également très respectueuse. C'est un point très important. Nous voyons donc, un potentiel manqué considérable pour, cette entreprise ici. La consultation aurait été véritablement judicieuse, mais, c'est l'exception ici. Ce n'est pas uniquement la quantité des consultations qui compte, c'est la qualité. Est-ce que les représentants communautaires sont impliqués? Ici, est-ce que ces représentants représentent-ils véritablement la communauté? On nous dit que oui, au sein de l'entreprise, mais ce qui compte, c'est que ces personnes soient véritablement représentatives. Cela nous permet de fournir une vue d'ensemble équilibrée des conflits et lorsqu'il y a un véritable conflit, fournir une base de dialogue entre les différentes parties prenantes pour évoquer les impacts de l'activité minière. Nous allons partager avec vous un lien qui vous redirigera vers une vidéo sur le site qui expliquera le Resource Impact Dashboard. Et à présent, nous allons parler de l'application de ce RID. Et je suis heureuse de donner la parole à Joao Salavesa, professeur à l'université de Lourdes et qui mène l'application de ce RID au Mozambique. Merci. Merci beaucoup, Felicitas. Et bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Joao Salavesa et je suis ici à Nampula, au Mozambique, et je suis professeur à l'université de Lourdes. C'est un grand plaisir pour moi de participer à ce webinaire aujourd'hui et d'avoir la possibilité de partager notre expérience dans la mise en place du RID, tout particulièrement s'agissant de son mise en œuvre sur le terrain, en pratique, au Mozambique. Je vous remercie du temps que vous me consacrez et pour l'attention que vous me portez.
Notre université est une université publique, technique, créée en 2006, qui dessert les provinces septentrionales du Mozambique avec des campus à Nampula, à Niassa et dans la province du Cabo Delgado. Euh, Ces trois provinces partagent ensemble 30,6% de la population du pays et sont les moins développées. Et les provinces qui comportent les indices de pauvreté pluridimensionnels les plus élevés en dépit des ressources agricoles et naturelles et de leur grand potentiel. Les initiatives d'investissement de la dernière décennie pour réduire l'écart de développement et accélérer la croissance économique provinciale ne sont toujours pas perçus comme des avantages par la majorité de la population et on attend encore à ce qu'ils arrivent à maturité. Nombre de projets augmente dans les régions du nord du pays compte tenu des investissements dans les industries des ressources, comme dans le bassin du Rovuma, dans les pierres précieuses à Montepuez, dans le graphite à Balama, dans les sables lourds à Angoche, Lardé et Moma. Ce sont des exemples de ces nouveaux investissements en ressources qui vont bon train dans cette partie du pays. Comme dans tous les méga-projets, l'adéquation aux besoins locaux et l'acceptabilité dépend d'une véritable implication communautaire qui passe par des consultations et une prise de décision participative, sans quoi on alimente un sentiment d'exclusion, d'abandon, ce qui alimente des conflits. La mise en œuvre du RID à présent. En participant à un projet de recherche avec Nadel et Nsuku, intitulé Mesurer les résultats de développement de l'extraction des ressources dans les pays producteurs, l'UNILORIO a joué un rôle capital pour mettre en place le RID, à savoir une interaction avec les autorités locales, les entreprises et les communautés. Il fallait réaliser les sondages auprès des ménages aux alentours des sites d'extraction pour alimenter en données le RID. À l'heure actuelle, 3 sites font l'objet d'un suivi à l'aide de la méthodologie RID. 2 dans la province du Nampula, à Larde et à Moma avec des sables lourds et un autre à Angoché avec des sables lourds. Au Cabo Delgado, nous travaillons avec Sierra Ressources à Balama Montepuez sur le graphite. Enseignements tirés et possibilités. Lors de la mise en œuvre du RID dans cette région, nous avons identifié que pour chaque site, nous devons au préalable contacter les entreprises et les gouvernements locaux. C'est la première approche. C'est également important d'assurer une visite du champ d'application pour réaliser le sondage auprès des entreprises. En effet, très souvent, ce qui se passe sur le site est bien différent de ce que l'on voit au niveau de l'image satellitaire. Donc, pour bien planifier, il est important tout d'abord de se rendre sur le site, comprendre, ce faisant, si le sondage des ménages sera simple ou pas. Ça a été unanime sur les 3 sites avec cette implication. Pour obtenir l'acceptation pleine des gouvernements locaux, le fait que l'Unilurio est une université locale publique et vu la participation active de nos étudiants pour les sondages des ménages, nous avons bénéficié d'un actif et véritable et cela a été une source de confiance. S'agissant de la réponse et de l'implication de l'entreprise, cela a varié et dépendu de l'implication de la direction et du niveau ainsi que des meilleures pratiques durables, ainsi que de l'intensité et des problèmes actuels. Commencer la mise en œuvre du RID le plus rapidement possible dans le cycle de vie de l'extraction minière lors d'une période plus facile facilitera l'implication et la participation de l'entreprise. La confiance, le statut public et régional de l'Unilurio a été très utile pour permettre la participation des autorités locales et des gouvernements pour une bonne mise en place du RID.
En utilisant des étudiants de l'Unilurio sous la supervision des enseignants en tant que recenseurs dans le cadre du sondage des ménages, nous avons pu renforcer l'acceptation des familles. Et cela était également possible de communiquer dans les langues locales. Deux équipes de 7 étudiants ont été supervisées par un enseignant et ont collecté avec une application mobile en moyenne de 5 à 7 sondages par jour par recenseur et donc 80 jusqu'à 90 sondages par jour avec en moyenne plus ou moins 600 par semaine. C'était la moyenne d'échantillons demandés. L'intérêt du gouvernement local a été justifié de manière évidente. Il fallait mieux comprendre l'impact de la mine au sein des recettes gouvernementales centrales et le réinvestissement gouvernemental dans le développement local. Ça a été également nécessaire pour l'évaluation du niveau de satisfaction des communautés. À Balama, nous avons réalisé un sondage des ménages dans la mine d'extraction de graphite Syrah Resources. Certaines localités appartenaient au district adjacent de Montepuez. Quand nous avons été en contact avec le gouvernement du district de Montepuez pour nous permettre de réaliser notre travail sur le terrain, le gouvernement s'est passionné pour le RID et nous a demandé directement s'il était possible de procéder à cette activité pour l'extraction minière de rubis dans le Montepuez. L'intérêt des communautés s'explique par un sentiment général d'être écouté et d'avoir la possibilité de s'exprimer s'agissant de l'exploitation minière. Et ça a été bien plus évident dans les sites où il y avait plus de plaintes de la population. Dans l'ensemble, la compréhension sur les sites d'extraction minière dans lesquels nous avons travaillé, nous avons constaté que le RID a eu des échos positifs. C'est un outil facile à utiliser qui fournit des informations claires et disponibles, des données précieuses pour tous les acteurs. C'est très intéressant pour mettre en œuvre le RID dès le début de l'exploitation. Je me demande également s'il est également possible d'utiliser le RID dans le Cabo Delgado. On pourrait peut-être anticiper et éviter les conflits. Si on l'avait utilisé, en tout cas, on aurait pu anticiper et éviter le conflit en cours avec les grands projets LNG. Enfin, j'estime que cette méthodologie peut être intéressante pour l'évaluation des impacts d'autres grands projets comme des infrastructures, des barrages, des ports, des réseaux ferroviaires, des routes. Donc voilà, ça c'était notre expérience de ces sondages dans le cadre du RID. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Joao. Merci aussi à Felicitas d'avoir partagé l'idée derrière le RID et expliqué la transparence apportée au niveau de la mine pour également éclairer les délibérations, nourrir les points de vue des acteurs pour ne pas se battre, qui a raison, qui a tort, pour essayer de comprendre les différentes perspectives d'une situation bien donnée. C'est peut-être un très bon point de départ pour la suite. Alors, je suis certain que cela a suscité de nombreuses questions, de nombreuses idées que vous souhaitez partager. N'oubliez pas d'ailleurs que vous pouvez publier vos questions, vos commentaires dans la fonction questions-réponses de Zoom, bouton en bas de l'application pour un ordinateur ou en haut à droite si vous utilisez un smartphone. Très bien. Avant de passer aux questions, toutefois, passons au deuxième outil, le MSAT. Pierre de Pascal est le responsable implication acteur à la Responsible Mining Foundation. Il va présenter succinctement l'outil. Ensuite, Robert Ali Tanti, qui est directeur du Centre des études d'impact social au Ghana, nous partagera son expérience de l'application de l'outil dans les sites miniers au Ghana. Pierre, vous avez la parole.
Merci beaucoup et merci à toutes et à tous d'être à nos côtés aujourd'hui. Permettez-moi de partager mon écran. Voilà, vous pouvez le voir théoriquement maintenant. Merci à vous, Félicitas et Joao. Euh, Vos propos ont été vraiment passionnants. Maintenant, nous allons vous présenter l'outil d'évaluation du site minier, le MineSite Assessment Tool. C'est un complément du travail que vous effectuez, ou c'est peut-être le contre-pied euh, aussi de cette collecte de données, de ces études de base pour essayer de contextualiser, de comprendre la situation sur le terrain. En effet, cet outil, le MSAT, est très interactif et un outil également d'implication. De quoi s'agit-il? Il s'agit d'un ensemble de questions qui couvrent 15 sujets clés. Les questions sont très simples. C'est pratiquement binaire, oui, non. C'est gratuit, tout le monde peut l'utiliser. Nous n'utilisons pas de jargon technique. Nous n'utilisons pas de jargon du secteur, c'est de la langue du quotidien. C'est facile à utiliser, facile à imprimer. Nous avons créé des versions faciles à imprimer et il est également disponible dans plusieurs langues locales. À l'heure actuelle, il est déjà disponible dans 40 langues locales. Voici à quoi il ressemble, un questionnaire tout simple, avec des réponses auxquelles on peut répondre oui ou non, tout simplement. Et cela porte sur plusieurs aspects, c'est très large, des aspects environnementaux, la qualité de l'air, la réhabilitation, la qualité de l'eau, les déchets, des aspects sociaux également, la santé, la sécurité au sein des communautés, les mécanismes de plainte aussi, les situations d'urgence et plusieurs questions portant sur les travailleurs, leur sécurité, leur santé, leurs besoins tout particuliers, les besoins particuliers des femmes, éviter le harcèlement aussi, formation, entre autres. Alors, pourquoi a-t-on développé cet outil MSAT? Eh bien, la Fondation, en tant qu'organisme de recherche indépendant, travaillait déjà depuis plusieurs années sur l'évaluation des entreprises minières de différentes tailles, sur la gouvernance, l'économie, le social, les bonnes pratiques, la performance. Et nous avions consulté un très vaste nombre de parties prenantes, d'acteurs, de réseaux sur le terrain au niveau local et avions partagé avec les communautés touchées par la mine, les travailleurs, les organisations des travailleurs. Et il y a eu beaucoup de demandes, surtout de la part des communautés des travailleurs, en vue d'avoir un outil tel que l'outil d'évaluation des sites miniers. Un outil droit au but, très simple, qui peut être mis en avant par les acteurs au local qui ont peu de ressources, peu de budget, un outil qui peut être émulé et réutilisé partout. L'objectif était de voir ce que l'on pouvait faire avec les acteurs du local en vue d'engager un dialogue direct avec les sociétés minières sur certaines des questions qui touchent directement à l'intérieur et autour d'une mine. Et ce, en vue de ne pas dépendre d'entités extérieures, d'ONG, de gouvernements, de la société dans son ensemble. Et puis, pour les petites mines, les mines à petite échelle, cet outil peut être très utile. Et il était important de se concentrer sur les questions les plus fondamentales relatives aux miniers responsables. Nous avons donc travaillé avec plusieurs communautés, des travailleurs venant de plusieurs pays,
Ici, à l'écran, vous avez les principaux pays: République démocratique du Congo, le Ghana, Indonésie, République du Kirghizistan, Mongolie, Rwanda, Afrique du Sud. Et l'idée était d'aider les acteurs locaux à créer un cadre pour l'outil, un cadre pour les attentes, en vue de trouver les points d'entrée ad hoc pour entamer un dialogue propice à l'évolution avec les entreprises minières. En d'autres termes, cet outil a été conçu par et pour les acteurs locaux qui agissent et qui savent également quelles sont les ressources qui sont à disposition sur le terrain pour aller de l'avant en vue de protéger les communautés et les travailleurs. Alors, comment peut-on utiliser cet outil? Robert, bien entendu, pourra parler bien plus de l'utilisation pratico-pratique de cet outil, mais cet outil peut être utilisé par les communautés et les travailleurs. Il peut être très utile en vue de sensibiliser les gens au sein des communautés, au sein des travailleurs, hum, sensibilisés au principe de base de l'exploitation minière responsable. Cet outil est également très utile en vue d'entamer un dialogue constructif, en vue de présenter, disons, des attentes partagées, des défis partagés qui doivent être surmontés ensemble. En outre, cet outil est des plus utiles en vue d'identifier les lacunes dans ces différents points que j'ai déjà mentionnés. Et bien entendu, cette approche peut être élargie également. Et qui plus est, cet outil permet également de mesurer les améliorations au fil du temps en comparant donc les réponses, disons, pas juste les oui et les non, mais donc ce qui se cache derrière les oui et les non, si vous voulez. Ensuite, dans certains cas, eh bien, certains réseaux de la société civile, certaines communautés ont utilisé cet outil d'évaluation des sites miniers pour comparer des sites. Enfin, tout cela a pour but d'éviter justement des préjudices au local et a pour but également de renforcer la confiance entre les acteurs. Alors, les exploitants miniers, les coopératives peuvent utiliser cet outil également. Cet outil peut servir à des fins d'auto-évaluation par rapport au principe de base de l'exploitation minière responsable. En outre, cet outil peut servir à identifier les lacunes et à mesurer les améliorations. Et il aide également à formaliser les pratiques responsables au niveau d'un site. Nous avons spontanément été contactés par certaines entreprises minières, bien souvent des plus petites entreprises qui essayent de formaliser leurs échanges avec des acteurs, de formaliser leurs bonnes pratiques en vue d'avoir des mécanismes de prise de décision collaboratifs, en vue d'avoir des passations de marché au local et des consensus avec le local. Et nous nous félicitons du fait que cet ensemble de questions simples permet de formaliser les choses. Ensuite, encore une fois, bien entendu, cet outil permet de créer un engagement constructif avec les communautés et les travailleurs, encore une fois, pour éviter euh, toute nuisance et en vue également de développer la confiance. Alors, le RID est des plus utiles et fournit une base pour construire un dialogue constructif et pour comprendre le contexte, l'exposition au risque, les conflits potentiels. Et l'outil d'évaluation des sites miniers, lui, est un outil qui peut être utilisé en aval. Les étapes d'après, c'est-à-dire justement construire sur la base de ces fondations identifiées à l'aide du RID, si vous voulez. Je vous remercie pour votre attention et maintenant, je vais donner la parole à mon collègue Robert. Je tenais juste à partager avec vous cette carte du Ghana, car Robert est le centre pour les études d'impact, a étudié 4 régions au Ghana et il va nous parler de Mansaponopolo, Ayanfuri et Tongo notamment. Robert, merci beaucoup. Vous avez la parole.
Bon après-midi à toutes et tous. Euh, un bonjour chaleureux de la part du Ghana et de notre centre d'études Alors, comme le collègue l'a indiqué, je vais vous faire part de nos expériences dans l'usage de l'outil d'évaluation des sites miniers, et ce, au sein de 3 communautés au Ghana. Et je vais partager mon écran dans un petit instant avec vous pour vous expliquer ce qui se passe euh, à Tongo dans le nord, dans ma région à l'ouest et dans une troisième réunion encore. Mais permettez-moi tout d'abord de présenter notre centre. Notre centre d'études a été fondé en 2001 et il a pour but de devenir la colonne vertébrale de la recherche en la matière au Ghana. Nous échangeons sur la situation du secteur minier au Ghana. Nous identifions les réussites et tentons d'identifier les menaces pour les communautés. Alors, quelle est notre approche? Eh bien, avec l'outil d'évaluation de sites miniers, nous avons tenté de développer la capacité des communautés locales, tout particulièrement des femmes, pour qu'elles puissent être les porte-voix de leurs propres préoccupations. Et puis, le but de cet outil est également de renforcer le plaidoyer et les engagements et les échanges avec les autorités locales et le minier au niveau local. Permettez-moi de commencer par parler de la communauté Manso Aponapono, qui est au centre du Ghana. C'est une communauté qui est en plein milieu de la forêt, une forêt qui, de par le passé, était une réserve naturelle également. C'est une région qui est très riche, qui dispose de bon nombre de ressources et en conséquence, il y a beaucoup d'activités minières illicites et illégales. Les résidents de cette communauté sont quelques 2500 et la plupart d'entre eux sont des paysans. Des paysans qui produisent du cacao, du café et des cultures nécessaires à la subsistance. La plupart des jeunes sont en situation de précarité et sont engagés par des entreprises qui effectuent des activités minières illicites. Et les communautés touchées par la mine sont victimes d'un cercle vicieux. Et nous avons organisé un atelier avec quelques 13 communautés locales et quelques 40% des participants à nos réunions sont en réalité des participantes des femmes. Et lorsque les femmes participent à nos ateliers, eh bien, nous consentons des efforts pour qu'elles puissent participer de façon active et pour qu'elles puissent se faire entendre et nous les encourageons à partager les problématiques auxquelles elles sont confrontées. En outre, les questions thématiques découlant de l'outil d'évaluation des sites miniers ont été présentées lors de nos ateliers aux différentes communautés. Par ailleurs, nous avons présenté la loi sur les activités minières ghanéennes et certains organes de régulation et avons également parlé de l'Agence de la protection de l'environnement et des activités dans le commerce du diamant. Alors, quelles sont les questions clés qui ont découlé de ces échanges? Eh bien, nous avons compris que l'engagement entre les communautés locales et le secteur minier était fort limité. Les communautés se sont plaintes du fait que les exploitations agricoles étaient encore et toujours rognées, et ce sans aucune compensation, que la pollution ne cessait d'augmenter et que les entreprises minières en étaient responsables. Entreprises minières qui refusent d'utiliser de l'eau notamment pour corriger le tir.
Il s'agit là de certains sujets que nous avons abordés par ailleurs. Il y a la question également des puits et des personnes qui sont tombées dedans. Et le fait est que il est important que les communautés puissent réclamer dédommagement en cas de problème. Alors nous avons guidé les communautés pour qu'elles écrivent des pétitions à la commission chargée des minéraux et à l'agence responsable de la protection de l'environnement au Ghana. Nous avons également facilité le processus, mais aujourd'hui, le responsable du district, le politique de plus haut niveau, donc qui représente la présidence, a appelé une réunion d'urgence entre les communautés pour aborder justement les questions soulevées dans la pétition. Alors, heureusement, tout cela a également attiré l'attention du Parlement et aujourd'hui, les entreprises devraient rencontrer les communautés. C'est la première fois que les autorités locales euh, conviennent d'une réunion avec les communautés locales et les entreprises pour aborder ces questions. Et ces réunions ont été rendues possibles grâce à l'outil d'évaluation des sites miniers qui a permis un échange. Les membres de la communauté ont dû présenter leur pétition au Conseil de sécurité et au niveau régional. Et le chef de la région a également été intéressé par cela et a rencontré la communauté. Et en conséquence, les différentes thématiques soulevées ont dû être passées au crible. La plupart des thématiques, notamment la question des puits abandonnés, sont des questions qui aujourd'hui sont abordées. La question des compensations gagne du terrain et aujourd'hui, l'on réfléchit à quelles compensations pourraient être octroyées à qui de droit donc. Ensuite, les questions environnementales, les questions de qualité de l'air et qualité de l'eau sont également abordées, encore une fois, grâce à la pétition présentée par la communauté à la suite de la présentation de l'outil d'évaluation des sites miniers. Alors ensuite, passons à Ayan Fori. Ayan Fori qui est une zone minière également près de Boissy. Nous avons travaillé là avec les communautés et l'outil d'évaluation de sites miniers, avons rassemblé jeunes, femmes et membres de l'Assemblée pour parler de tout cela. À Yanfori, et permettez-moi avant tout de dire que à Yanfori, les travailleurs des mines ont participé à nos réunions. C'est important. Alors, comme je vous le disais, les thématiques identifiées à Yanfori étaient notamment liées au fait que l'entreprise refusait d'employer les locaux. Et beaucoup de travailleurs venaient de ailleurs que d'Ayanfuri. Et en conséquence, il y avait une déconnexion entre les politiques et les intérêts du local et les actions de l'entreprise. En outre, les travailleurs ont mis en avant l'absence de transparence dans la négociation des salaires. Par ailleurs, il y avait des inquiétudes de taille liées à la qualité de l'eau et de l'air dans la région. Et l'entreprise minière était supposée faire part de la qualité de l'eau et de l'air. Et grâce à cet outil d'évaluation, à nos actions, les membres de l'Assemblée qui ont participé à notre échange ont constitué une commission pour travailler avec les responsables
et il y a déjà eu 2 réunions couronnées de succès qui ont permis d'accoucher d'engagements avec les entreprises minières. Et aujourd'hui, la plupart des thématiques soulevées sont prises à bras le corps. Ensuite, pour ce qui est de la qualité de l'air et de la qualité de l'eau, ce sont aujourd'hui des priorités qui doivent être envisagées avant tout par ces entreprises. Les communautés locales et surtout les jeunes s'inquiètent des taux de chômage et de l'emploi. Et l'entreprise minière aujourd'hui essaye de revoir sa copie et aujourd'hui, des locaux devraient être formés pour qu'ils disposent des capacités nécessaires en vue de décrocher un emploi au local. Enfin, permettez-moi de parler de la dernière communauté, Bolgotan, ou plutôt Tongo, qui est au nord-est du pays. C'est une région riche en or et beaucoup de jeunes sont impliqués dans ces activités. Et les communautés accueillent de grandes entreprises minières et nous avons eu des échanges pas après pas sur les questions thématiques grâce à l'outil d'évaluation des sites miniers dans cette région. Nous avons pu aborder plusieurs sujets, avons pu constater que il y avait un manque criant d'informations, que les locaux étaient peu impliqués, que les cadres et les grands dirigeants de l'entreprise ne faisaient pas leur shopping au local, mais qu'ils voyageaient pour faire leurs achats. Et là, les communautés ignorent tout des activités entreprises par le minier. Et ensuite, la question des mines abandonnées, des fosses abandonnées a également été soulevée. Et un dialogue a pu être entamé entre les communautés et les mines. Alors, comme je vous l'ai déjà dit, le but de cet outil est de renforcer les capacités des locaux pour qu'ils puissent échanger davantage avec les mines. Et nous avons visité les entreprises minières et avons partagé une copie de l'outil d'évaluation des sites miniers. Et aujourd'hui, nous sommes en train de développer les capacités de certaines personnes dans la région pour que des échanges autonomes soient davantage possibles. En conclusion, permettez-moi de vous dire que dans toutes les communautés, on a vu que cet outil était des plus utiles. Cet outil peut réellement renforcer les capacités des plus marginalisés, ce pour faire entendre leur voix et pour également aller à la rencontre des autorités et en vue de trouver de meilleures solutions pour améliorer leur quotidien. Cet outil ne peut qu'améliorer la confiance des locaux, leur confiance en eux-mêmes et donc leur propre plaidoyer. Merci beaucoup pour cette tribune, pour cette occasion et je vais en rester là. Merci beaucoup. Mais merci à vous, Robert. Et merci à Pierre aussi pour vos présentations. Merci d'avoir présenté ces outils et ces expériences des plus intéressantes au Ghana. Merci Robert pour ce que vous faites sur ces 4 sites. Alors maintenant, nous allons passer à la session questions-réponses et n'oubliez pas que l'onglet questions-réponses est toujours actif. Vous pouvez donc bien entendu poser vos questions. Alors, j'invite les panélistes à allumer leur webcam pour que l'on puisse avoir un véritable échange avec le panel. Et je propose également que l'on commence avec les questions qui découlent de l'outil d'évaluation de sites miniers, de la présentation de cet outil. Alors Robert, vous nous avez bien montré que le développement des capacités était un élément clé de vos actions et de ma lecture des choses, il en va du développement des capacités pour les jeunes,
mais aussi la capacité à aller à la rencontre des autorités et également des entreprises minières. Alors, il y avait une question ici qui nous venait d'Edward. Alors, en prenant l'angle d'approche des entreprises minières, est-ce que cet outil aide également avec les entreprises qui s'adonnent à des activités minières illégales? Parce que donc vous avez parlé des relations entre les communautés locales et les entreprises minières, mais ici la question est de savoir comment cet outil d'évaluation des sites miniers permet justement de créer un pont peut-être avec les entreprises illégales. Alors, comme je l'ai indiqué dans ma présentation, mais merci beaucoup pour cette question, l'engagement se fait avec les organismes régulatoires. Et lorsque nous allons à la rencontre des communautés locales, on présente les autorités responsables, on présente les lois, l'on présente également la commission responsable du minier, l'agence de la protection de l'environnement, etc. Et donc, si il y a des activités illégales qui ont des conséquences sur l'environnement, eh bien, alors nous, ce qu'on fait, eh bien, c'est qu'on renforce les capacités des communautés locales pour qu'elles puissent aller à la rencontre des autorités parce que, voilà, si la loi ne le permet pas, ces entreprises n'ont pas le droit de s'adonner à des activités illégales, c'est tout. Et donc, on développe les capacités euh, en fonction des lois et des règles opportunes et partant, nous développons les capacités des communautés locales pour qu'elles puissent faire rapport de toute activité illicite pour que des actions puissent être entreprises. Et nous expliquons également comment des pétitions peuvent être rédigées pour ensuite engendrer des actions. Puis-je ajouter quelque chose, Robert et Fritz aussi? Alors cet outil d'évaluation des sites miniers ne doit pas supplanter un gouvernement qui essaie peut-être de formaliser l'évaluation d'une entreprise minière, qu'elle soit légale ou illégale. Cet outil permet d'identifier des points critiques, oui, mais il faut des interlocuteurs pour avoir un échange. Et merci beaucoup. Mais merci à vous, Pierre, et merci à vous, Robert, également. Alors, il y a une autre question également qui traite des deux outils. Dans quelle mesure ces outils peuvent-ils aider des entreprises dans leur système de reporting, notamment avec les systèmes de report GIR ou encore système de reporting sur la durabilité? Et Pierre, je vais vous donner la question puisque vous êtes expérimenté en la matière. Eh bien oui, c'est une très bonne question. Et nous, à la Responsible Mining Foundation, je dirais que, eh bien, nous voyons les choses par les deux prismes. Nous voyons que le reporting des entreprises et le partage des informations sur ces questions-là par les entreprises. Et je dirais qu'avec nos travaux, eh bien, on a pu constater qu'il y a un contraste criant entre les informations disponibles au niveau de l'entreprise, parce que donc voilà, il y a les politiques qui sont là, les procédures, les normes de dirigeants, il y a les modèles, les systèmes de tracking de performance. Mais ensuite, lorsqu'on analyse le partage des informations sur les actifs, les éléments tangibles qu'on met en avant, les actions, eh bien là, on voit qu'il y a un manque criant d'informations. Et donc, l'outil d'évaluation des sites miniers peut sembler être fort simpliste par rapport à d'autres outils qui existent, mais cet outil peut aider à s'assurer du fait que l'entreprise, ses politiques et ses pratiques sur le papier se traduisent ensuite dans des actions bien concrètes sur le terrain. Et à vrai dire, plusieurs entreprises minières sont allées à notre rencontre en se disant, bien voilà, c'est ça qu'il nous faut comme outil pour nous assurer du fait que voilà, on ne fait pas que partager des outils, mais que aussi on partage de façon collaborative à l'aide de mécanismes de prise de décision avec les communautés. Ah, merci beaucoup. Alors ensuite, par rapport au RID.
L'une des motivations liées au développement du RID était le fait que d'autres systèmes d'évaluation, eh bien, étaient forts dans l'abstrait et fort peu dans le concret sur les mines. Et donc, ici, pour le reporting, on peut dire en effet que le RIT permet d'enrichir les choses et d'être bien plus concret, notamment si on prend la question de l'eau, eh bien oui, avec le RID, on a des résultats bien plus concrets et bien que avec les autres systèmes au niveau de l'entreprise. Et donc, quelque part, le RID permettrait d'avoir un reporting qui passerait à la vitesse supérieure, si vous voulez. Passons maintenant à la prochaine question. Question pour Joao. Question donc, est-ce que cela aide à développer la confiance lorsque des gens dans la région et les étudiants euh, visitent les ménages pour faire des études de ménage? Et alors, quid du feedback sur la confiance des participants par rapport à ces études? Est-ce que les gens se sentent libres de fournir leur opinion en toute transparence lorsque la situation est difficile et que parfois on a l'impression qu'il y a une certaine pression et parfois n'a-t-on pas l'impression que les gens n'osent pas s'exprimer librement? Très bonne question. Alors de notre expérience, travailler avec des étudiants, c'est fort utile, car alors les communautés ont un échange plus réel, car il y a plus de proximité. Et le fait est que des étudiants sont parfois également des locaux de ces zones minières, et cela aide grandement, et cela accroît la confiance des gens. Et lorsqu'on est une université et pas une boîte de consultance, le fait est que il y a plus d'ouverture, plus d'honnêteté. La meilleure évaluation que je peux vous livrer est lorsqu'il y a des problèmes de confiance sur le terrain. C'est très visible. Si il y a un problème, le problème est très grave, souvent. Et donc, ce que je peux vous dire, c'est que si l'on peut procéder au sondage correctement, c'est parce que tout s'est bien déroulé, parce que les communautés sont impliquées et font confiance aux étudiants. Ça, c'est mon point de vue en tout cas. Mais je n'ai pas d'autres comparaisons avec des services de consultance, par exemple, ou par nos soins avec les étudiants de mon université. Mais vu mon expérience, je trouve que les résultats étaient bons. Je vais peut-être pouvoir rebondir, étant donné que je sais également ce que nous avons fait au Burkina Faso, dans l'autre pays où nous avions deux projets pilotes. En fait, là, ce sont des cabinets de conseil qui ont procédé à euh, au ménage, l'INSRA, l'Institut de recherche sociale en Afrique. Et en fait, ce qui compte, ce n'est pas véritablement ce qu'est l'institution, mais la perception d'impartialité dont jouit l'institution. Ne pas avoir un programme caché au sein de l'institution. Parfois, c'est mieux quand c'est une organisation d'État, par exemple l'université d'État, l'exemple du Mozambique, mais parfois, les cabinets de conseil peuvent avoir cette aura, cette image d'impartialité, de ne pas poursuivre des objectifs cachés. Les laboratoires d'idées aussi, les ONG peuvent bénéficier d'une telle situation.
Et donc, ça vaut pour tout un ensemble d'organisations. Ça, c'est crucial. Il faut une perception d'impartialité. Oui, tout à fait. Il faut veiller pour, veiller à un équilibre, il faut une taille d'échantillon, calculée de sorte à être, représentative. Il faut également, assurer un contrôle qualité, voir l'étendue des réponses. Dans tous les sondages que nous avons réalisés, nous avons, énormément de réponses et cela peut nous, démontrer qu'il y a une diversité et de la variété dans l'opinion des personnes sondées. Il y a une autre question, Félicitas, vous pourrez probablement en parler, c'est sur le RID. On se demande où on peut le mettre en œuvre, l'utiliser. Peut-on l'utiliser au Quito, au Kirghizistan? Peut-on l'utiliser à des situations d'exploration ou des fermetures de sites? Est-ce que cela peut fonctionner avec le RID ou bien est-ce que cela va au-delà de ces possibilités? Alors, j'avais déjà vu, certaines de ces questions. J'ai répondu, directement, personnellement à certaines de ces questions. Désolé, je ne pourrais peut-être pas répondre à toutes ces questions. Mais c'est véritablement ça l'idée. Le tableau de bord est conçu de sorte à pouvoir couvrir l'intégralité du cycle de vie d'une mine. Et donc, nous pouvons, commencer dans l'idéal au niveau de l'exploration, au stade de l'exploration, et puis s'ouvre l'intégralité du processus. La construction de la mine, l'extraction, le traitement et aussi la fermeture de la mine. Mais cela peut être utilisé à toutes les étapes. Et comme je l'ai mentionné dans ma présentation, on peut le mettre en œuvre dans divers contextes. Les questionnaires et la conception de la méthodologie, mais aussi la visualisation des résultats est standardisée. Donc, c'est assez comparable aux résultats que l'on obtient dans différentes régions. Ça peut être utilisé dans différents contextes et on peut également l'utiliser à tous les stades de vie d'une mine. On s'est demandé si ça pouvait également être utile pour les activités pétrolifères et gazifères. Oui, c'est la réponse. En effet, on remarque des caractéristiques assez similaires à ces activités et des impacts aussi similaires dans ces opérations. C'est vrai, c'est un peu différent pour les exploitations gazières et pétrolières en mer, mais quand il y a des installations sur terre, des usines de transformation, etc., les externalités sont assez similaires à celles des mines. Donc en fait, tout grand projet d'extraction de ressources, peut voir, l'utilisation du RID. Et quid de l'outil, d'évaluation des sites miniers? Pierre, est-ce que l'on peut l'utiliser pendant l'exploration, la phase d'exploration? Oui, et nous avons un exemple pratique. Une ONG en Tanzanie nous a contactés car elle était confrontée à un projet de mine de charbon. Et peinait à se faire entendre par les autorités locales, par le gouvernement. Alors, je ne dis pas que l'outil d'évaluation des sites miniers est la solution pour régler tous les problèmes, mais toutefois, c'est très utile pour comprendre les impacts à l'avenir et les attentes raisonnables également à l'avenir, pour structurer, formuler les attentes vis-à-vis des gouvernements et des autorités, mais aussi demander si l'entreprise promotrice, l'entreprise qui assure la prospection, l'exploration, a été en mesure de démontrer que ces questions sont prises en considération et abordées tout au long du projet. Cela pourrait être utilisé de la sorte. Nous avons également été en contact avec une fédération mondiale de syndicats
On essaye d'utiliser ce concept de questions toutes simples de renforcement des capacités au niveau local pour d'autres secteurs industriels, pas uniquement pour l'activité minière, pour le gaz, mais dans tout autre type de secteur. On pourrait utiliser cette approche, cette méthodologie. Et les échos des différents continents, des différentes régions géographiques, percevez-vous des différences? On se demandait notamment si on pouvait l'utiliser dans des contextes différents et variés. Je pense que c'est ça le plus frappant. C'est ce qui nous a frappé lorsque nous avons développé et conçu l'outil en collaboration avec les acteurs locaux. C'est vrai, 15 sujets, ce n'est pas circonstancié, mais cela porte sur les principales inquiétudes, les principaux problèmes que l'on peut détecter aux 4 coins du monde. Hem, qu'il s'agisse de minerais de fer, de pierres précieuses ou d'autres types d'exploitation. On retrouve ces questions d'emploi local, de qualité de l'eau, de situation d'urgence, de conditions de travail. Toutes ces questions reviennent encore et encore. Et on constate également des impacts négatifs. C'est pourquoi nous sommes ici d'ailleurs. Nous n'avons pas encore réglé tous les problèmes, mais il y a des corrélations très fortes et des similitudes assez fortes également d'un pays à l'autre. Je ne sais pas, Robert, si vous avez également constaté des similitudes entre des sites miniers ou pas? Robert, on ne vous entend pas. Alors ça ne fonctionne toujours pas. Réessayez de connecter votre micro. Est-ce que vous m'entendez? Très bien. La question de l'emploi, de la qualité de l'air et de la qualité de l'eau est revenue dans pratiquement toutes les communautés dans lesquelles nous nous sommes rendus. Ce sont les 3 principales questions. Il y en a d'autres. La question de la compensation. Toutes ces questions sont revenues dans pratiquement toutes les communautés. Donc on retrouve des points communs dans les problèmes, dans les défis, peu importe la situation géographique, le pays, la région. Et donc ces méthodologies peuvent dès lors être utiles à divers endroits. Voilà qui nous amène également à la question suivante. Que peut-on faire des données collectées? Sont-elles disponibles publiquement? Félicitas. Oui, ce Impact Dashboard est disponible publiquement, en suivant le lien que j'ai partagé tout à l'heure, sur le chat, dans la discussion. Vous pouvez accéder au tableau de bord, vous pouvez naviguer dans les divers, dans les divers sites miniers et oui et c'est gratuit. Bien sûr, c'est gratuit. Donc si vous souhaitez, mettre en place dans un nouveau site minier, vous trouverez toutes les coordonnées de contact en ligne sur la plateforme, sur le site internet. Donc n'hésitez pas, si vous pensez aussi à une application dans vos pays, n'hésitez pas à nous en faire part. Que faire, donc, quand, vous souhaitez l'appliquer? Nous y reviendrons dans un instant si vous le voulez bien. Robert et Pierre, quid du partage des évaluations des sites, miniers grâce à cet outil? Est-ce que ces, données sont privées ou sont-elles partagées de manière publique? Alors, nous les partageons avec les membres de la communauté, nous imprimons des copies et nous les partageons avec elles. Heureusement, nous en avons une dans notre langue locale, au Ghana. Nous l'avons pu partager les résultats avec ces personnes. N'importe qui peut venir dans notre bureau demander une copie. Ce document est public. Nous le partageons avec les communautés, avec les entreprises minières, avec tous les acteurs. Oui, en fait, lorsque l'on a commencé le projet, l'idée n'était pas de collecter, de centraliser toutes les données. L'idée était plutôt de mettre en place un outil pratique
susceptible d'être utilisé par une communauté, un travailleur, un groupe de travailleurs, un syndicat, entre autres. Voilà pourquoi nous avons cette longue liste de langues locales. Et nous l'avons vu au Ghana. Nous l'avons vu, Monso Oponopono est un exemple de ce que l'on peut faire, de ce qui est possible. C'est une source potentielle d'inspiration pour toutes les communautés des 4 coins du monde. Toutes les 2 semaines, tous les mois, on nous contacte et on nous dit: «Ah, votre outil est magnifique, il est très utile dans notre contexte local, merci». Nous n'avons pas conçu ce système pour centraliser les informations. Ce que l'on va faire, c'est appliquer les mêmes questions dans notre prochain rapport. Nous allons évaluer 250 sites miniers à l'aune de ces 15 questions, mais ce sont des recherches de, euh, de bureau, ce n'est pas un travail de terrain réalisé par Robert. Donc c'est très bien. C'est une source de données issue d'un outil et cela sera associé avec des recherches approfondies, notamment avec le RID, qui fournit de nouvelles données, de nouvelles informations. Il y a une autre question sur la confidentialité. Joao, pourriez-vous peut-être aborder la question de la confidentialité des sondages des ménages? Comment cela fonctionne-t-il? Un assentiment éclairé? Il y a des questions sur la confidentialité. Pourriez-vous apporter des éléments de réponse? Oui. Nous nous soucions de cette question lorsque nous avons réalisé nos sondages des ménages. Nous avons tout d'abord lu la déclaration de consentement éclairé pour la communauté. Nous avons également lu sur la confidentialité euh, et nous avons également indiqué que les personnes pouvaient à tout moment refuser de répondre aux questions qui leur étaient posées. Ça, c'était vraiment très important pour assurer la confiance des personnes sondées, pour être certain également qu'elles puissent répondre librement aux questions que l'on leur posait. Autre question, j'aurais voulu y répondre, mais je ne suis pas très expérimenté avec les fonctionnalités sur Zoom, mais cette question demandait s'il était difficile de réaliser les sondages auprès des ménages. Et selon moi, ce genre de sondage est la meilleure approche et fournit les données les plus précieuses, les informations les plus précieuses aussi. En effet, c'est la possibilité d'écouter toutes et tous. Souvent, des informations sont fournies par les entreprises, mais parfois, on nous a dit que les personnes invitées à participer aux consultations ne sont pas très nombreuses et parfois, ces personnes sont, des personnes qui ne sont pas véritablement représentatives de la communauté. Par conséquent, le sondage des ménages est essentiel, c'est ce qui fait la différence. La première fois, c'est peut-être un peu difficile, mais nous avons réitéré l'opération, dans les communautés, aux alentours, 1re, 2e vague si vous voulez. La deuxième fois, c'est bien plus facile. C'est une question d'organisation et de mise en place. Ce n'est plus très difficile, ça doit être planifié, ça a des coûts évidemment pour obtenir les fonds. Et il est vrai que si j'avais des fonds, une entreprise, eh bien moi, je serais intéressé par ce type d'information aussi, car cela peut être très utile. Et cela peut aussi me donner des informations que je peux alors utiliser pour mieux gérer ma boîte.
Voilà donc ce que j'avais à dire. Et oui, les ménages pour moi sont très importants, c'est eux qui changent la donne vraiment. Alors, à vrai dire, cela a été un point très important pour le minier pour qu'il participe parce qu'en effet, il voulait avoir la vue d'ensemble. Et puis, les ménages permettent aussi de collecter des données lorsque les entreprises sont toujours réticentes, si elles ne savent pas toujours, si elles veulent partager des informations sur les passations de marché, sur l'environnement, etc. Et là, alors, il est possible d'identifier les valeurs. Revenons un instant à la confidentialité. Jean a soulevé un point important. Consentement éclairé. Quand les sondages sont effectués et ensuite toutes les informations sont anonymisées et la vie privée est en tout temps respectée. Alors, le temps passe vite et je voudrais encore aborder deux points. Tout d'abord, je voudrais que l'on se penche sur les idées qui pourraient nous amener un peu plus loin. Des idées sur ces deux outils. Dans quelle mesure ces outils nous aident-ils avec la traçabilité de la chaîne d'approvisionnement? Ça, c'est la première question. Bien entendu, c'est une toute autre dimension qui, oui, est plus proche des consommateurs aussi. Un consommateur qui s'intéresse à l'achat de produits électroniques, du minéraux. Alors, comment le RID et comment l'outil d'évaluation des sites miniers peuvent-ils contribuer à la traçabilité? Alors, oui, merci beaucoup Fritz et merci à Peter aussi qui a posé cette question, je pense. Alors, nous avons été en contact et en réalité de plus en plus en contact avec les consommateurs tout au long de cette chaîne d'approvisionnement qui est donc au-delà de la traçabilité pour l'ensemble du processus de diligence due qui est de plus en plus important pour les clients finaux aussi, que l'on parle de voitures, de bijoutiers, d'entreprises technologiques, eh bien, c'est très important. Et je pense que pendant bon nombre d'années, ces entreprises avaient plutôt pour habitude de compter sur des agences de notation ou sur des ensembles de données préparées. Et ces entreprises étendaient d'élargir leurs sources d'horizon, leurs sources de données. Mais ici, l'outil d'évaluation de sites miniers est un outil absolument fabuleux si l'on souhaite avoir un cadre sur les actifs, sur les mines, sur la performance ESG, sur la collaboration avec les différents acteurs. Alors Robert et d'autres l'utilisent pour les communautés, oui, mais si l'on est dans la chaîne d'approvisionnement, eh bien alors l'on peut éventuellement poser les questions aux entreprises et ensuite comparer et avoir, disons, quelque chose de plus vaste et peut-être plus honnête de ce qui se passe concrètement. Et à vrai dire, tous les clients en aval de la chaîne d'approvisionnement peuvent utiliser cela pour comprendre ce qui se passe et pour ensuite, eh bien, tisser des liens avec les entreprises minières. C'est intéressant, très intéressant ce que vous dites là, Pierre. Et je tiens à souscrire à vos propos aussi par rapport au RID. Et le RID se concentre sur le local, oui. Et donc, sur cette partie de la chaîne d'approvisionnement, le RID peut être très utile et il peut aider à fournir des informations sur ce niveau et ensuite également, bien entendu, donc accroître la traçabilité et peut-être aussi la diligence due pour l'une ou l'autre mine. Le RID a des questions également sur les passations de marché au local. Et donc là, on peut dire que c'est l'autre versant, en quelque sorte. C'est même encore davantage en amont, si je puis dire. Et
il y a plusieurs variables qui sont donc générées et qui sont relatives à la production sur les mines, des informations qui peuvent être très utiles en aval aussi de la chaîne d'approvisionnement. En outre, c'est un outil très utile pour les entreprises, pour qu'elles puissent voir où elles en sont et pour qu'elles puissent également communiquer de façon plus efficace avec les clients en aval et pour effectuer des activités de monitoring au niveau local. Donc oui, on peut dire qu'on est sur la même longueur d'onde entre l'outil et le RID. Eh bien, merci à vous deux. Je tenais juste à faire part d'un petit commentaire qui nous vient de Jacob, hein, qui dit que voilà, cette discussion traite surtout les communautés minières et les entreprises minières, mais il y a également d'autres questions liées à la gouvernance et aux actions nécessaires de la part des gouvernements. Alors je ne voudrais pas entamer cette discussion ici, mais rappelons néanmoins qu'il y a une relation triangulaire communauté, euh, entreprise et autorité locale. Et il est important de comprendre que lorsqu'on parle de tout cela, on parle toujours d'une relation triangulaire. Voilà. Maintenant, passons à la dernière question. Comment procéder si l'on souhaite utiliser en pratique un tel outil? Combien est-ce que cela coûte? Eh bien, c'est gratuit, oui, mais ensuite, in fine, lorsqu'on forme des gens, cela a un coût également. Donc ça, c'est la première chose. Et ensuite, la deuxième chose, comment faire concrètement? Alors, Joao, Robert, vous pourriez peut-être parler des coûts au niveau local, n'est-ce pas, pour les développements des capacités, les sondages auprès des ménages, et comment avez-vous couvert ces coûts? Et ensuite, on pourrait peut-être entre Pierre et Félicitas pour les questions plus générales, n'est-ce pas? Robert, voulez-vous commencer? Oui, oui, bien entendu. Aller à la rencontre des communautés pour développer leurs capacités et pour créer des ponts, cela engendre des coûts. Et oui, nous avons pu mobiliser le local. Et oui, nous avons reçu également le soutien de la Responsible Mining Foundation. Mais le fait est qu'il est important de passer à l'échelle supérieure et d'aller à la rencontre de davantage de communautés. Ce que je veux dire ici, eh bien, c'est que tout soutien est le bienvenu en vue d'aborder ces thématiques partagées. C'est important pour avoir un engagement constructif. Donc, si je comprends bien, il faut couvrir les coûts locaux liés justement à cette main comptant au local. Oui. Alors, pour ce qui est de notre expérience, eh bien, nous avons reçu une subvention du Fonds pour la recherche et le développement et nous avons utilisé cela pour couvrir les frais de déplacement et les frais de formation de nos étudiants pour le travail de terrain. En outre, nous avons également fourni de bonnes conditions pour motiver les étudiants, pour qu'ils aient envie de participer activement, pour qu'ils se sentent bien pendant leurs travaux, pendant l'exercice de leurs fonctions. Voilà les coûts que nous avons donc eus. Alors, maintenant qu'il n'y a plus de fonds grâce aux subventions, si on souhaite aller de l'avant avec ces sondages pour les ménages, eh bien, hmm, je pense que si les entreprises souhaitent réellement participer à une mise en œuvre, eh bien c'est un tout petit coût pour elles que de travailler là-dessus, étant donné le chiffre d'affaires et les investissements. Alors peut-être qu'il faudrait aller à la rencontre des entreprises minières, de leur montrer les résultats des premiers projets pour les engager et pour qu'elles puissent financer, disons,
les prochains sondages des ménages, parce que le RID et l'outil d'évaluation des sites miniers sont assez bon marché à côté. Alors donc là, vous nous dites bien que c'est au niveau du local et l'assistance technique requiert une certaine facilitation sur le terrain. Alors Félicitas, vous, qu'avez-vous à nous dire? Alors je voudrais rebondir sur les propos de Joao et dire que, in fine, les coûts sont liés à la gestion du projet, contacter les différents acteurs et ensuite il y a des coûts liés à l'exécution de ces sondages. Mais tout le reste est gratuit. Alors, comment mettre la machine en route? Alors, à vrai dire, quiconque peut le faire, que l'on soit d'une ONG locale, que l'on soit d'une OSC, d'une université ou même d'une entreprise ou d'un ministère, c'est possible. Et c'est même très simple. Tout le monde peut lancer un tel processus. La seule chose qu'il faut faire, in fine, c'est réfléchir à la mise en œuvre du projet et ensuite se demander par exemple quel site minier on va étudier ou encore voir quels acteurs doivent être contactés. Et puis, pour tout mettre en route, eh bien, il faut tout simplement contacter l'équipe de soutien R&D. Vous avez notre adresse email sur notre site web et le soutien de R&D peut créer un compte pour l'institution qui souhaite mettre en œuvre le R&D dans un pays donné. Ensuite, plusieurs institutions peuvent également collaborer pour, par exemple, différents sites miniers. Et donc, tout ça pour dire que vous ne devez pas être seul. Par exemple, au Ghana, on peut avoir une OSC qui travaille sur un site et une université qui travaille sur un autre site minier et un autre acteur dans une autre région. Et alors, tout peut être coordonné par un acteur qui peut chercher à bailler des fonds ou à rallier d'autres acteurs à cette cause. Ah, merci beaucoup. Merci beaucoup, Felicitas. Donc, en fin de compte, c'est assez simple. On l'aura compris, Pierre? Oui, oui. Alors, je suis assez d'accord avec Felicitas. Et chez nous, l'outil d'évaluation de sites miniers est un outil clé sur porte, un outil clé sur porte qui peut être utilisé par tout le monde. Ici, vous avez donc dans le chat le lien de notre outil, un outil disponible en 14 langues différentes. Et on rajoute différentes langues au jour le jour, alors que des organisations nous envoient des traductions. Il y a juste une chose que je tiens à dire, alors que je sais que le temps passe. Et peut-être qu'il faudra d'ailleurs un prochain webinaire pour parler de cela. Parfois, il y a un défi même pour les entreprises minières. Le défi lié aux bases de l'engagement parce que s'organiser pour que les communautés participent à des ateliers, etc., eh bien, cela requiert de gérer des coûts. Et parfois, il faut prendre congé, parfois, il faut quitter l'exploitation agricole, ne pas gagner de sous un jour. Et donc, comment peut-on tenir compte de cela? Alors, les entreprises minières peuvent avoir des protocoles liés à la corruption et la lutte contre le blanchiment d'argent. Et donc, certaines organisations tierces peuvent être très utiles et jouer un rôle clé pour débloquer de telles situations. Et dans le cas du CICC ou dans notre cas, eh bien, une ONG indépendante peut faciliter des processus pour développer des capacités. Mais j'espère qu'alors que l'intérêt est croissant auprès des acteurs en aval de la chaîne d'approvisionnement, mais aussi auprès d'autorités bancaires, et bien que de plus en plus seront prêts à faciliter les échanges et qu'il sera possible de combiner différents outils en vue d'aller de l'avant avec l'outil d'évaluation de sites miniers et avec le RID. Bien, merci beaucoup Pierre et merci pour toutes ces expériences aussi que vous partagez et ces perspectives d'avenir. Tentons maintenant de boucler la boucle et je vais inviter nos panélistes maintenant
à partager en une ou deux phrases ce qui pour eux est le plus important pour bien utiliser ces outils et pour que l'utilisation de ces outils soit couronnée de succès. À vous, Robert. Alors pour moi, pour que nos initiatives soient couronnées de succès, il est important d'impliquer à dessein les plus marginalisés et les plus vulnérables dans les développements des capacités, surtout les femmes et les jeunes. Car lorsqu'on va à la rencontre des communautés, ces deux groupes sont les deux groupes les plus touchés par les répercussions négatives de la mine. Et donc, lorsqu'on souhaite aller à la rencontre des gens, eh bien, il faut aller à la rencontre de ces gens. Et alors, on a des résultats immédiats. Merci beaucoup, Robert. Vous vous concentrez donc sur les plus vulnérables, les jeunes et les femmes. Alors, Joao, vous, dans votre expérience, qu'est-ce qui est le plus important pour que le RID marche sur le terrain? À vous. Qu'est-ce qui est le plus important? Eh bien, trois choses. Car on travaille avec des entreprises, on travaille avec les communautés et on travaille avec les autorités, les gouvernements. Et donc, pour que nos initiatives soient couronnées de succès, il est important de collaborer avec les trois. Il est important d'avoir des échanges avec ces trois acteurs. Et bien entendu, les enquêtes de sondage sont très bien, très utiles, des données très bonnes. Mais si les entreprises ou les gouvernements ne sont pas là pour prendre la balle au bon, pardon, alors cela ne va point marcher. En outre, ce triptyque est nécessaire tout au long du RID. Et si le triptyque est déséquilibré, alors on ne pourra pas arriver à de si bons résultats. D'accord, on l'a compris. Toutes les parties prenantes. Pierre, à vous. Alors, en deux phrases, il faut faire preuve de flexibilité. Et que l'on parle du RID ou de l'outil d'évaluation des sites miniers, ces outils ne sont pas des panacées, des baguettes magiques ou des fins en tant que soi, mais des outils dans une vaste boîte à outils qui doivent servir à aller de l'avant. Et vous devez convaincre les utilisateurs que ces outils servent à défendre leurs intérêts et à mettre en avant leurs intérêts. Voilà, pour que les droits civiques et les besoins et les inquiétudes de ces communautés soient mis en avant. Donc, il faut mettre en avant cela. Merci beaucoup. Félicitas. Oui. Alors moi, je voudrais rajouter sur ces points que pour que tout le monde soit à bord, il faut convaincre tous les acteurs du fait que, par exemple, avec le RID, eh bien, en partageant des données et en participant à ces efforts, il y a la possibilité de présenter son point de vue et ses données et de mettre ça sur la table et de rendre cela visible aux autres acteurs aussi pour que alors, eh bien, là, il y ait une bonne représentation. Pour qu'une entreprise puisse, par exemple, puisse faire un rapport sur les bâtiments ou sur les projets pour qu'il n'y ait pas de devinettes à tout va, des rumeurs, parce que voilà, les rumeurs, les fake news sont lourdes de conséquences et donc il est important de présenter les trois points de vue et il est important de faire comprendre cela aux différents acteurs pour que tout le monde soit autour de la table de négociation pour avoir de bons échanges. Eh bien, merci beaucoup. Merci beaucoup, Félicitas. Permettez-moi d'ajouter un dernier point. Au-delà de l'inclusion des différents acteurs et des différentes perspectives, je pense qu'il est important pour ces deux outils de les présenter dans le cadre d'une perspective à long terme. L'outil d'évaluation des sites miniers donne un instantané, permet de comprendre où on en est aujourd'hui. Idem pour le RID. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir comment les choses évoluent 2 ans plus tard, lorsqu'on refait
ces évaluations et alors on peut partager les réussites et également partager les domaines sur lesquels il faut se concentrer. Ayons cela à l'esprit et sur ce, je tiens à vous remercier pour votre participation à ce webinaire d'aujourd'hui. Merci pour votre temps et désolé pour ces 6 minutes de temps supplémentaire. J'espère que cela vous a plu, que vous en avez appris au sujet de ces outils et merci beaucoup, à bientôt, au revoir. Merci à vous, au revoir.